Élise Lucet va faire un reportage Cache Investigation. Je vais être stigmatisée, étiquetée dans le cadre de cette émission avec une violence assez inouïe, c'est-à-dire que mes réseaux sociaux avalanchent d'injures, mais en 10 minutes. Et ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mes enfants, qui étaient très jeunes à l'époque et heureusement, sont menacés sur les réseaux sociaux. Je reçois des lettres au siège d'Iliade qui sont des lettres de menaces de mort. J'ai mon mari qui est un type ultra solide qui finit en larmes au bout d'une semaine tellement la pression est importante. Et là, tu dis, waouh, ça touche mes proches, donc c'est pas simple. T'es pas chef d'entreprise pour vivre ça. L'hypercroissance chez Free, c'était pas de la croissance rapide en fait, c'était une forme de sport de combat collectif quotidien. C'est-à-dire que presque chaque jour, tu te remets en question. Chaque mois, en fait, tu regardes tes résultats, tu projettes les suivants et en fait, à chaque fois, tu fais bien plus. Quand on raconte les grandes aventures entrepreneuriales françaises, on raconte souvent celles des fondateurs. Plus rarement, celles et ceux qui ont tenu la machine pendant l'hypercroissance. Pendant 25 ans, Angélique Gérard a été au cœur de l'aventure Free et du groupe Iliad. Des débuts de la DSL à la révolution Free Mobile, elle a piloté la relation client, dirigé plusieurs filiales et accompagné une croissance qui a transformé durablement les usages numériques des Français. Mais derrière les millions d'abonnés, les révolutions télécom et les organigrammes, il y a aussi une autre réalité, celle de la pression, de l'exposition, du regard des autres et de ce que ça signifie prendre sa place dans des univers longtemps très masculins. Ancienne membre du comité exécutif d'Iliad et ex-conseillère spéciale de Xavier Niel, elle est aujourd'hui investisseur, administratrice, présidente de STEM Academy et cofondatrice de Women in STEM Europe. Son combat désormais, faire en sorte que les femmes prennent pleinement leur place dans les sciences, la technologie et l'intelligence artificielle. Parce qu'au fond, il n'y aura probablement pas d'Europe forte technologiquement sans davantage de femmes dans les métiers qui construiront le monde de demain. Et ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est de comprendre ce que 25 ans d'hypercroissance, d'exposition et d'intensité changent chez une dirigeante. Comment on prend sa place, comment on la garde, comment on garde son énergie et comment on reste humain quand tout autour de soi accélère en permanence. Bienvenue dans le 40 nuances de Sista d'Angélique Gérard. Feuille blanche. « 40 nuances de Sista ». Bonjour Angélique. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Je t'accueille grâce notamment à Sébastien Jeanne Bello, qui a soufflé ton nom à ce micro quand il est venu pour son 40 nuances de Next. C'est le CEO de The Good Experience, qui d'ailleurs nous avait fait un très très beau stand à Vivatech l'an dernier, donc je le salue. Et j'ai reconnu la bougie de Good Experience dans vos locaux. Exactement. Donc voilà, un petit clin d'œil à Sébastien. Exactement. Angélique, tu as un parcours assez exceptionnel et nous, on aime dans 40 nuances de Next mettre en exergue ces parcours et les mettre en lumière et surtout mieux comprendre les hommes et là en l'occurrence les femmes qui sont derrière des grandes réussites françaises. On va remonter à tes aspirations de petite fille un peu plus tard. On va parler aussi de ce que tu fais aujourd'hui, mais il me semble que c'est intéressant de commencer cet entretien avec ce qui s'est passé quand tu avais à peu près 23 ans, quand tu as rejoint le groupe Iliad, parce que je pense que c'est aussi ce qui a façonné la femme que tu es devenue. Ce qui est intéressant, c'est que tu venais ni du sérail, ni tu étais ingénieur, ni tu étais spécialiste des télécoms, ni du produit. Et pourtant, tu vas passer 25 ans au cœur de l'une des plus grandes aventures entrepreneuriales françaises et des plus marquantes du numérique français. Et ma première question, c'est, ce que moi j'ai envie de savoir, c'est comment tu te retrouves là et pourquoi tu y vas ? Le hasard de la vie, finalement. Alors, effectivement, j'étais pas toutes ces personnes ou ces compétences que tu as citées. En revanche, j'étais cette jeune femme capable de prendre des responsabilités très tôt, puisqu'effectivement, tu l'as dit, j'avais 23 ans. Très tôt et finalement, parce que mon parcours de vie fait que voilà, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de résilience, d'abnégation, et que j'ai été soutien de famille de ma mère et de mon frère. Donc j'étais prête en fait à ces responsabilités et surtout j'avais un amour du travail qui était presque, je dirais, pas totalement conscientisé parce que j'étais dans un instinct de survie. Pendant des années, je l'ai été.
Et donc je tombe, c'est vraiment le hasard de la vie, quand j'intègre Iliad, je quitte France Télécom, l'opérateur historique, pour rejoindre cette petite société qui s'appelait Iliad. Et notamment pour créer une plateforme européenne du renseignement téléphonique qui était le pendant du 3617 ANU. Donc les plus anciens qui nous écoutent se souviendront du Minitel, des services télématiques, et donc qui permettait effectivement le 3617 ANU. Tu tapais le numéro à l'époque à 6 chiffres, je crois, au démarrage. Est-ce après que 8. Pas les 01, 02, 03 qui n'existaient pas? Ça n'existait pas. Et puis surtout, il y avait pas d'écran. On avait ce vieux téléphone à cadran avec ce cordon tournicotis là, qu'on achète très cher maintenant. Exactement. Dans les brocantes. Nous en avons un ici d'ailleurs. Et ben voilà. Donc il s'appelle le cadran S63. Donc voilà. Et donc quand effectivement ça s'est modernisé, qu'il y a eu les premiers téléphones avec les écrans et que ces numéros s'affichaient, les gens étaient en panique. Oui. Ce qui a fait le succès du 3617 ANU et notamment de Xavier Niel à l'époque. Et donc moi j'ai été recrutée pour créer ce service. Donc c'était vraiment le hasard. Jamais j'aurais pensé effectivement tomber dans une success story aussi importante que celle que j'ai vécue. Et quand tu rentres, en fait, c'est le côté, il y a un nouveau projet à monter qui est excitant pour toi? Alors moi je suis très pragmatique en fait et très bonne élève. Donc tu me dis il faut faire ça, je pose pas de questions, j'ai d'ailleurs besoin de personne. Et t'y vas. Et même si je connais pas, j'y vais, j'apprends. En fait, je trouve que s'il y avait effectivement un diplôme à donner aux dirigeants, ce serait celui de l'apprentissage permanent dans lequel encore aujourd'hui j'aime évoluer. Donc j'ai toujours eu cette capacité à être très moteur, sans avoir forcément toutes les compétences et d'aller les chercher, d'aller tester. Et j'avais cette liberté aussi très importante qu'on m'a laissée et que Xavier Niel m'a laissée évidemment. À quoi elle ressemblait cette boîte quand tu arrives à 23 ans? Déjà, en fait, je suis recrutée par un des premiers salariés de Xavier Niel. Je ne recrute pas Xavier Niel. Ouais. Je n'ai pas de onboarding. On me donne les clés d'un local, on me donne un carnet de chèques, c'est pas une image. Donc tu sors de chez France Télécom, il te faut juste 15 signatures pour ta demande de congé payé. Et là, tout d'un coup, en fait, t'es aux manettes d'un truc. Donc on te rend aussi très responsable. Ouais. Parce que cet argent, t'y fais 10 fois plus attention qu'au tien. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je trouve que Xavier a cette faculté, en fait, de mettre en œuvre ce type de responsabilité chez des jeunes et des moins jeunes. Donc j'ai fait ce qu'on attendait de moi, en fait, en créant ce service en un temps record. Ce que j'avais pas forcément compris quand j'avais dit oui et que je quittais l'opérateur historique, c'était que j'allais vraiment tout faire de A à Z. J'avais un local, c'est insalubre, les rats passaient pas le long du mur, mais pas loin, tu vois, en termes d'image. Et donc, il fallait que je crée un centre d'appel, que je recrute les gens, donc il fallait que je recrute les fournisseurs, que je puisse travailler sur l'architecture de ce centre d'appel et de faire en sorte que les appels arrivent avec des gens formés qui y répondent. Donc, j'avais pas forcément intégré tout ça quand je suis arrivée. Et d'ailleurs, dans ton entourage, est-ce que des gens t'ont dit « mais ça va pas de quitter l'opérateur historique pour… » Non, personne me l'a dit parce que je voyais quasiment personne parce que je travaillais H24. Ouais. Et donc, ça n'a pas changé. Et toi, tu t'es dit non, j'y vais, bonne élève, c'est bon, j'ai signé, j'y vais, je vais au bout du contrat, je n'ai pas peur de… Oui, et c'était pas forcément gagné d'ailleurs, parce que au bout du premier mois, quand ton salaire n'arrive pas, tu te dis, est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Bah, tu as entendu que j'étais soutien de famille, donc j'avais besoin de cet argent, c'était pas seulement moi qui en dépendais. Et effectivement, sur les 2 premiers mois, je me suis dit, j'ai peut-être fait une bêtise. Donc, mais tu t'accroches et tu te dis, c'est possible, et en fait, tu comprends ce que tu es en train de faire, et que tu te dis que potentiellement, l'aventure, elle peut être maousse, mais tu t'attends absolument pas à ce qui va se passer après. Comment, parce que tu arrives dans un monde majoritairement d'hommes, comment t'appréhendes les règles du jeu ? Je suis la seule femme. Voilà, on peut le dire. En fait, je les appréhende pas, je les vois pas, vraiment pas. Donc, à cette époque, en fait, si tu veux, moi, je bosse. Dès qu'on me donne du travail, je suis contente. Je suis corvéable à merci. Je suis cette petite fourmi ouvrière, qui fait beaucoup. Et puis, c'était assez amusant parce que dès qu'il y avait une merde, en fait, on m'appelait.
Parce que c'était toi qui démerdais le sujet. Parce que je pense effectivement que j'ai une bonne gestion des émotions et que j'ai presque un amour, faut avouer, pour les problèmes. Qu'il y a des gens, ça les panique. Moi, j'aime beaucoup être face à des situations qui m'appellent à réagir, à réfléchir très vite et à réagir pour corriger, en fait, apporter une solution. Trouver la solution. Donc, effectivement, c'était mon mindset. Donc, au départ, ça me surprenait pas. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis quand même, ça fait beaucoup. Puis, je partais pas en vacances, donc c'était un peu dur. T'étais là tout le temps. Tout le temps. Comment J'étais pas la seule, parce que j'avais 2 camarades de jeu, Rani Assaf et Antoine Levasseur, qui n'avaient pas plus de vie que moi. Donc c'est pas parce que j'étais une femme, c'était vraiment une aventure entrepreneuriale, industrielle, humaine, technologique, absolument folle, qui faisait qu'on était tous mobilisés, hyper investis, surinvestis, mais parce que tu vis quelque chose de rare, tu construis au quotidien d'unique. Et donc voilà, il n'y avait pas quelque chose de forcé dans ce que je faisais. On l'entend en tout cas dans la manière dont tu le racontes. Et est-ce que c'est justement ce travail, cette force, l'envie de l'aventure qui t'a permis de trouver ta place au sein de tous ces hommes autour de toi ? Alors, je ne sais pas le définir. En fait, je pense que globalement, ma capacité de travail et ma volonté de surperformer m'a forcément aidée à prendre une place que je n'ai pas souhaitée ou ambitionnée. Donc, si tu veux, c'est purement naïf. Et puis, au fur et à mesure, tu crées la première filiale dans le groupe, tu crées la seconde, la troisième, et en quelques années, 10, 15 ans, tu as 7000 collaborateurs. Et c'est très vertigineux, en fait, quand tu te retournes et que tu regardes ce que tu as accompli. Donc, par la force des choses, aussi, je pense, parce que je suis quelqu'un de très créa à titre perso, mais aussi dans mon job, je pense aussi que voilà, ça a amené pas mal je dirais, ça m'a permis d'avoir des résultats, d'innover sur certains aspects, et donc d'aller plus vite, en fait. À quel moment tu comprends que cette boîte, elle est en train de devenir énorme et que ça va même plus loin, c'est-à-dire que ça te dépasse parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouleverser le quotidien des Français? Alors, c'est fou parce que c'est passé avant tout par un problème intrinsèque que j'avais, qui était le sentiment d'imposture. Donc, je vis le sentiment d'imposture en tant que femme, non pas au sein du groupe, même si parfois il pouvait y avoir des situations un peu tendues, comme partout. C'est le principe aussi dans une famille. Donc quand tu travailles H24, et puis t'as pas forcément toujours le recul et le bon niveau d'énergie pour appréhender les situations, c'est plutôt quand j'étais confrontée à l'extérieur. Et donc, quand j'allais dans des réunions, que j'étais mandatée, que j'ai vécu, en fait, ce sentiment d'imposture très fort. Parce que là, à nouveau, quasiment que des hommes. J'étais la seule femme et jeune femme. Donc, c'est encore plus perturbant. Et ce sentiment d'imposture fait que je me suis dit, OK, la vie fait que j'ai pas fait vraiment de grandes études. J'ai un bac+2. Je suis aux côtés d'Énarque, d'X, qu'est-ce que je fais là? Et donc, j'ai décidé de faire l'INSEAD, donc un mini MBA exécutif. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que je me disais, mais est-ce que finalement, après 7-8 ans, je vais pas quitter le groupe? Enfin, c'était pas tout à fait encore un groupe, mais de me dire, l'expérience est dingue, elle est vraiment incroyable. Mais est-ce que j'ai pas une autre histoire à construire et est-ce que tout ce que je viens de faire, je peux pas aller le revendre ailleurs? Et je fais l'INSEAD et au bout d'un mois d'enseignement, en fait, je comprends que tout ce qui m'est dispensé comme enseignement théorique, d'une part, ça me permet de mettre des mots sur des choses que je faisais de façon intuitive, mais aussi je comprends que ce modèle de société absolument inouïe dont tout le monde rêverait et rêvait dans ma promo, c'est celle dans laquelle j'étais. Toi, t'étais dedans. Et tu la vivais, en fait. Je la vivais. Et donc, le fait de me dire, je fais l'INSEAD pour potentiellement rebondir autrement, et me dire que non, en fait, je suis au bon endroit, ça avait un côté à la fois assez désarmant et à la fois assez enthousiasmant. Oui, enivrant aussi. Enivrant. Et là, tu repars, mais comme en 40.
Et donc là, c'est plus par rapport à toi et le sentiment que tu avais d'imposture que t'as géré. Je pense que c'est très féminin quand même de se dire je vais aller refaire des diplômes pour bien border le truc. Je suis pas sûre qu'un homme aurait fait la même démarche que toi, mais dans le sentiment de quelque chose qui vous dépasse en fait de la boîte, et justement on change des habitudes. Enfin, ça a été l'arrivée de Free, ça a complètement bouleversé le marché. La pub était incroyable. Enfin, tout le monde s'en souvient. Est-ce que tu prends conscience, toi, quand tu es dans la machine, de ce changement de paradigme qui est en train d'avoir lieu? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que tu citais en intro l'hypercroissance. Et en fait, l'hypercroissance chez Free, c'était pas de la croissance rapide, en fait. C'était une forme de sport de combat collectif quotidien. Ouais. C'est-à-dire que presque chaque jour, tu te remets en question. Chaque mois, en fait, tu regardes tes résultats, tu projettes les suivants. Et en fait, à chaque fois, tu fais bien plus. Et donc, c'est très perturbant parce que quand tu passes de milliers à des millions de clients, finalement, t'es obligé de revoir à la fois tes process, tes outils, ton recrutement. Tu vois aussi la communication, la culture, et puis surtout les équipes, comment tu les emmènes en fait avec toi, parce que finalement, il y a une forme de chaos. Il faut l'accepter. Mais il faut pas le subir. Et donc, tu as tout un travail, en fait, qui peut être assez long parfois, notamment, ça a été le cas chez Free, parce que il y a eu ce succès presque, alors je dis insolent, mais c'est pas insolent, parce qu'en fait, on le méritait. Il y avait une vraie force de travail, une vision, cette guerre des prix, le fait de démocratiser effectivement l'accès à Internet, et en 2012, de démocratiser l'accès au mobile, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et en fait, je prends conscience, aux 10 ans de Free, on loue Bercy quand même. Ah bah c'est pas une petite salle, dis donc. Ça nous ressemblait pas. Et vraiment, on n'était pas très à l'aise non plus avec ça. Et je me souviens, je suis en backstage avec Antoine Levavasseur, donc patron de la DSI du groupe. Et puis je lui dis, Antoine, c'est quand même fou, on est là, il y a Louis Bertignac, il y a machin, on avait un casting de rêve pour les 10 ans de Free. Et vous avez invité les clients ? On avait invité des clients, et notamment les communautés de Free, qui est un écosystème très fort d'organisations satellites qui gravitent autour de la marque, qui est un modèle unique en Europe, parce que ce sont des coproducteurs de l'information. Et je dis à Antoine, mais c'est fou qu'on soit là. Et Antoine, pareil, un peu perturbé. Et en fait, rapidement, on s'est dit, ouais, en fait, faut pas regarder derrière. On fait la soirée et demain, on repart bosser. Profitons là, pour une fois, du moment présent. Ouais, mais c'était aussi de se dire que le truc pouvait vraiment être vertigineux. Ouais. Tu vois, de te dire en 10 ans, voilà ce que tu as accompli, tu te retrouves à Bercy. Enfin, c'est quand même fou. Hein. Donc tu as fait Bercy. Ouais, alors j'étais pas sur scène. T'es pas allé faire un petit mot sur mais j'étais debout, chanter, applaudir, danser. Et ça reste un super souvenir. Ouais, non, c'est un super souvenir. Non, c'est vraiment là où j'ai pris conscience, en fait. Mais ce qui est, quand je t'écoute, c'est souvent ce que nous disent les entrepreneurs qui sont en croissance, voire en hyper-croissance, voire ceux qui revendent aussi leur boîte, c'est qu'en fait, t'arrives jamais vraiment à te dire waouh, on pense toujours au step d'après. Et là, ce que t'expliques dans cette folle course à l'hypercroissance, c'est que t'as pas le temps de te dire waouh, c'est super là ce qu'on a fait, parce qu'en fait tu penses direct à c'est quoi le step d'après. Oui, parce que il faut rester focus en hypervigilance, et notamment il faut penser aux équipes. Pour qui aussi, ça peut être très bouleversant, ce type d'accélération. Et donc, il faut arriver à miser sur les managers intermédiaires, s'assurer qu'ils vont bien, parce que c'est eux aussi qui portent ça sur leurs épaules. Et puis, il faut industrialiser sans déshumaniser. Oui. Et donc, il faut rester connecté, en fait, à ta base, à tes équipes et à tes clients. Donc, ce qu'on appelle la symétrie des attentions, qui est un concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes. C'est ce regard que tu portes avant tout sur tes équipes, sur tes salariés, pour ensuite, effectivement, générer des émotions positives chez tes clients. Cette hypercroissance, elle bouscule forcément humainement. Tu étais en train de nous le dire. Qu'est-ce qu'elle use humainement ? Je suis pas sûre qu'elle m'ait usé. Oh, pas forcément toi, mais les équipes. Les équipes, ouais. Non, les équipes, et c'est ça, c'est quand toi, t'as de l'énergie, des idées, etc., alors que tu gères déjà des accélérations
vraiment très très importante. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tu peux effectivement fatiguer des gens, en perdre en route. C'est toujours navrant et c'est un échec managérial. Et puis surtout, toi, tu peux aller très vite et il faut aussi arriver à délivrer en dessous. À délivrer, mais aussi parfois à te freiner. Parce que c'est un pas après l'autre. Et quand tu veux, toi, sauter plusieurs marches, que tu es prête à le faire, que tu sais comment le faire, bah derrière, ils savent pas forcément faire le grand écart sur l'escalier. Ouais. Et donc, c'est là où tu dois être effectivement très vigilante, accompagner, donner la main. On pourrait penser que c'est une perte de temps quand on a le cap et qu'on sait effectivement exécuter. Mais non, en fait, c'est majeur parce que c'est avant tout des succès collectifs. C'est pas des succès individuels. Et donc, il faut arriver effectivement à prendre le temps d'être en accompagnement et puis de former sans cesse en fait ces équipes, donc d'être focus aussi sur le développement des compétences qui va leur permettre d'être encore plus au rendez-vous sur leur métier. Et toi, dans ces moments-là, est-ce que tu as été toi-même accompagnée, mentorée? Comment toi, tu t'es préparée à ça? Parce que il y avait une feuille de route, vous y alliez, vous aviez vos objectifs, etc. Tu parles beaucoup de comment on emmène les gens, mais il y a aussi toi, en tant qu'Angélique dans la structure. Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as été accompagnée? Comment tu as géré cette phase, toi, personnellement? Non, j'ai pas été accompagnée, j'ai pas eu de mentor. Ouais. Donc j'ai vraiment eu le sentiment d'être très souvent seule, mais nourrie par les équipes et par nos clients et avec le soutien de Xavier. Donc mais j'ai pas eu de mentor. Je peux pas dire effectivement qu'on m'a donné la main et qu'on m'a expliqué comment il fallait faire ou que quand j'avais un petit coup de mou, on était là. Non. Ouais. Mais ça m'a pas forcément dérangée parce que j'ai cette personnalité effectivement à aller de l'avant. Donc, tu vois, je peux être face à un échec, il y a un truc qui a pas marché. Il y a des gens, ça va les effondrer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Moi, c'est 1/10 de seconde. C'est OK. Tu rebondis, tu fais autre chose. Ouais, ça a foiré pour telle raison. Donc, c'est important d'être même avec les équipes, d'être dans le feedback de vérité, d'analyser et de se dire que voilà, on s'est peut-être pas bien pris, mais effectivement, c'est next step. On repart. Du fait de tes fonctions, tu as été énormément exposée, parfois critiquée, parce que quand on est exposé, on est forcément critiqué. Est-ce qu'on finit par construire une carapace? En fait, je pense que je l'avais déjà. Ouais. Et je l'ai construite davantage sur un épisode qui finalement... alors, je pourrais employer le mot dramatique, mais vu qu'il m'a construite... aussi, cet épisode m'a construit, forcément, j'ai envie de dire merci. Je n'ai pas de la gratitude non plus, parce que quand tu te prends une méga claque, c'est pas simple. Mais oui, à ce moment-là, ouais, j'ai pris cher, comme on dit. Et effectivement, ma carapace s'est sans doute un peu plus durcie. Tu peux nous en parler de ce moment-là? Oui, je peux vous en parler. C'est que on lance le 4e opérateur mobile, 10 janvier 2012. Donc, c'est une date pour moi mémorable. D'une part parce que je donne la vie à mon premier enfant fin octobre 2011, que sur les 6 mois qui précèdent l'arrivée du 4e opérateur en France, je recrute 1500 personnes en 6 mois pour pouvoir effectivement accueillir les clients qui allaient nous faire confiance dans cette nouvelle aventure. Et puis je retombe enceinte volontairement 3 mois après. Donc je suis à nouveau dans cette hyper-croissance à la fois hormonale, familiale et professionnelle. Et on avait à cœur de localiser les emplois en France. Et donc, on fait l'extension du centre parisien. On rajoute des positions de travail dans le centre de contact et on crée un centre de contact à Vitry-sur-Seine et un à Colombes. Et en fait, quand on recrute beaucoup, c'est un peu tu vois le tuyau et t'as plein de petits poissons qui passent qui devraient pas forcément passer parce que t'es moins vigilant. Et c'est des gens finalement qui correspondent pas à l'entreprise en termes de valeurs, d'engagement, parce que l'engagement est un sujet important. Et on a des problèmes managériaux sur le centre de Colombes.
On décide d'arrêter les recrutements et c'est légal. Mais on a quelqu'un qui s'intéresse à Xavier Niel et à Iliad, c'est Élise Lucet de Cache Investigation. Et Élise Lucet va faire un reportage Cache Investigation. Alors, évidemment, on avait confiance dans nos managers, dans nos équipes RH, moi dans mon équipe de direction. Et donc, à aucun moment dans l'émission, tu as de la caméra cachée avec des gestes ou du vocabulaire inapproprié, qui est quand même le fond de l'émission. Mais en revanche, je vais être stigmatisée, étiquetée dans le cadre de cette émission, avec une violence assez inouïe, c'est-à-dire que on me met à l'écran, vraiment photo à l'écran, tir de mitraillette. Donc c'est des images assez violentes. Moi, je suis devant ma télé, en fait. Je sais qu'elle fait un reportage sur nous. J'ai refusé de lui répondre parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je tombe là-dessus. Et là, je suis quand même très connectée. Mes réseaux sociaux, avalanche d'injures, mais en 10 minutes. 10 minutes. Et ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et quand j'analyse, je me dis, mais en fait, on montre un mail à l'écran qui porte mon nom de jeune fille et pas mon nom d'épouse. Or, à ce moment-là, je suis mariée. Donc, en plus, il y a des pièces qui sont portées à l'écran et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attaque ? Et tu comprends avec tes avocats dès le lendemain qui sont réunis, qui te disent, voilà, effectivement, vous pouvez attaquer. Mais si vous attaquez ce que vous êtes en train de vivre là depuis quelques heures... Ça va être puissance 10 pendant des mois. Ça va être puissance 10 pendant des années. Et à chaque fois qu'on va passer au tribunal, parce que ça va prendre du temps, vous allez vous reprendre une volée de bois vert au niveau public. Et c'est fou parce que avant d'arriver à la réunion des avocats, je croise ma concierge à qui je dis bonjour tous les matins. Je l'aide parfois même à sortir une poubelle, à tenir la porte. Enfin, normal. Et en fait, elle me voit le matin et elle a une forme de rejet quand elle me voit. Et je me dis, elle a vu l'émission. Et la télé a raison. Oui. Et la télé a toujours raison. Et ça, tu te dis, c'est un souci. Et ça a été effectivement une méga claque parce que t'es pas très bien. Tu te demandes en fait si t'es pas préparé. T'es pas préparé. T'es pas chef d'entreprise pour vivre ça. Mes enfants, qui étaient très jeunes à l'époque et heureusement, sont menacés sur les réseaux sociaux. Je reçois des lettres au siège d'Iliad qui sont des lettres de menaces de mort. Du coup, t'as une protection à partir de ce moment-là? Non, j'ai pas de protection. Ouais. J'en ressens pas le besoin. J'ai mon mari qui est un type ultra solide qui finit en larmes au bout d'une semaine tellement la pression est importante. Et là, tu dis, waouh, ça touche mes proches, donc c'est pas simple. Quand tout le monde quand tout le monde va bien autour de toi, ça te porte aussi à aller mieux. Oui. Parce que moi aussi, le matin, tu vois, je prenais mon souffle pour arriver au bureau. Oui. Et heureusement, j'avais des équipes vraiment formidables. J'avais créé un socle solide, sincère. Dans mon management, je suis plutôt un leader bienveillant. Et mes équipes me l'ont rendu et m'ont permis, en fait, de me dire, OK, en fait, c'est un truc un peu politique. Clairement, elle a voulu se faire le groupe et Xavier, mais j'étais la seule femme en charge des effectifs, etc. Donc, j'ai trinqué. C'est un peu comme ça que je l'analyse. Xavier, lui, a été très peiné aussi par ça. Tout le monde, en fait. On était... c'était pas simple. J'avais des managers d'autres BU avec qui les relations étaient parfois un peu difficiles, qui venaient me faire un hug en me disant « on est avec toi ». Donc, ça crée aussi d'autres liens. Il y a une forme de solidarité. Et puis, mes organisations syndicales qui n'avaient pas été consultées par l'émission ont fait une lettre ouverte à Élise Lucet en disant « on ne reconnaît pas Angélique Gérard dans le portrait que vous dressez, c'est pas ce qui se passe. Donc on n'est pas d'accord avec vous et donc on souhaite vous dire concrètement ce qu'on pense. » Alors ça évidemment, a été diffusé ou pas, ça a été publié. Oui. Ouais, tu peux trouver les sources sur le web. Donc évidemment, quand t'as tes OS qui publient, c'est assez rare en France que les syndicats prennent la défense d'un patron. On te dit tout de suite, vous leur avez fait un chèque de combien? Ok. Et c'est à vomir. Bah oui. Parce que tu te dis quand même qu'il y a des gens qui ont une certaine forme de clairvoyance, d'objectivité. Et il peut y avoir un combat syndical patron, mais quand les choses sont injustes. Parce qu'il faut avouer aussi que mes salariés, on leur demandait, leur famille aussi leur demandait, ils ont eu des coups de fil, mais
Tu travailles vraiment dans cette société, mais ça va, est-ce que tu te sens bien? Donc tout le monde s'est retrouvé un peu comme ça et s'est dit, mais non, c'est pas ce qu'on vit et on doit le dire. Et donc les équipes m'ont beaucoup soutenue. Et avec le recul, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'aurais mieux fait de lui répondre? Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Je pense même qu'il faut, le conseil que je donne, c'est de ne pas lui répondre. Ouais. Parce que elle a une certaine pratique. C'est une femme qui est très douée. Elle sait où elle veut arriver avant même d'avoir construit toute son enquête. Quand tu fais un interview, c'est pas une demi-heure, c'est 2-3 heures. Et donc forcément, quand tu parles pendant 2-3 heures, t'as 1 minute 30 de paroles qui vont ressortir dans un contexte qui est pas le tien. Et donc non, il ne faut absolument pas lui répondre. Mais encore une fois, je la remercie parce que ça a été un épisode très dur, personnel et professionnel. J'avais déjà cette carapace et elle s'est endurcie. Donc certains me disent, je suis prête à faire de la politique, par exemple. Ah bah c'est une de mes questions plus tard, justement. On va y revenir. Pour presque clore ce chapitre Iliade, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu ferais différemment parce que t'étais peut-être trop jeune, parce que tu savais pas quelque chose ou parce que 1000 raisons. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui, peut-être sur le plan vraiment pour moi, en fait. Oui, il y a quelque chose que j'aurais fait. C'est-à-dire que quand tu bosses beaucoup, que tu as cette forme de naïveté, que tu es un peu sortie de nulle part et que tu es très contente de travailler, tu t'oublies en tant que dirigeant et notamment dans la négociation. Et donc, quand on fait notre IPO en 2004, j'oublie de lever la main et de dire « mais moi, je suis là et je suis cofondatrice ». Donc oui, peut-être j'aurais fait ça différemment, absolument. C'est un bon message à passer aux femmes entrepreneurs qui se retrouvent quelquefois autour de la table et qui n'osent pas lever la main. Mais elles doivent foncer. Elles doivent foncer. Et je sais que tu les encourages à foncer. T'es restée 25 ans dans cette même boîte. C'est la moitié de mon âge. Ce qui est énorme, la moitié de ta vie dans cette boîte. Donc tu as côtoyé celui qui est considéré comme l'un des plus grands entrepreneurs français. Auprès de lui, j'imagine que tu as appris énormément de choses. Selon toi, quelles seraient les 3 choses que tout entrepreneur devrait faire sur son exemple à lui? Alors, c'est une très belle et grande question. En tous les cas, c'est un vaste sujet. Xavier, c'est un fonceur. Donc, première qualité, vision, parce qu'il faut quand même avoir une vision, et puis foncer. C'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer, et donc il a après cette capacité d'exécution. C'est dans sa vision, et ça c'est effectivement pour les entrepreneurs c'est précieux, c'est que moi je pense, et je le disais ce matin à mon associé avant d'arriver ici, la comparaison est un poison. Et donc faut jamais se comparer aux autres, il faut plutôt se dire, ok, j'ai une idée, il y a autour des initiatives, peut-être d'autres sociétés, ok, comment je fais pour regarder mon idée avec un prisme nouveau. Donc c'est ce côté très disruptif qu'entretient Xavier encore aujourd'hui dès qu'il lance quelque chose. Donc c'est vraiment de faire from scratch, de pas regarder ce que font les autres, d'arrêter de faire des benchmarks, machin, etc. Faire une étude de marché, c'est bien, mais de se dire qu'est-ce que je vais apporter de plus, qu'est-ce que je vais faire différemment, qui fera la différence et qui créera en fait finalement un nouveau besoin. Et puis plus il y a de concurrence, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'il y a de l'attente, il y a un marché. Donc c'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais ajouter? Après, c'est d'être proche du terrain. Et donc, de ne jamais oublier, encore une fois, sa base, d'être au contact du client. Xavier est quelqu'un qui est assez épatant là-dessus. Il répond aux clients de Free. Il le fait encore aujourd'hui, parce que parfois j'ai des gens qui me disent « Ah ben j'ai créé Xavier, il m'a répondu ». Ils sont toujours très surpris. Et donc c'est ça, c'est de rester en fait au contact à la fois de ses salariés et de ses clients, garder les pieds sur terre, de façon à comprendre ce que les gens attendent et pas être déconnecté en fait du vrai besoin qui crée le service, qui crée la création de valeur in fine, et pas seulement regarder un reporting financier, même si le groupe est devenu un groupe très financier aujourd'hui, mais de garder ça.
De garder le contact avec le terrain, c'est important. Absolument. Aujourd'hui, tu es dans une autre phase de ta vie. Pendant longtemps, on vient de le dire, tu as construit, piloté, tenu cette machine en hypercroissance. Aujourd'hui, on sent que la transmission, elle prend une place importante dans ton parcours. Tu présides STEM Academy autour des sujets de no-code, de data, de cybersécurité, d'IA. Et tu cofondes aussi Women in STEM Europe avec une ambition très forte, c'est créer des vocations, rendre visibles des rôles modèles féminins, reconnecter les territoires aux enjeux technologiques et lutter contre cette forme finalement d'autocensure qui éloigne encore beaucoup de femmes des sciences et de la tech. Peut-être qu'avant que je lance ma question, je sais que ça te tenait à cœur de pouvoir expliquer ce que veut dire STEM. Oui, parce que c'est un terme anglophone. Et si on fait hashtag STEM, on va tomber sur beaucoup de contenu UK, US, mais très peu en France. Donc STEM, c'est science, technologie, engineering, mathematics. Et pour comprendre de quoi on parle, à horizon 2030, 80% des emplois au niveau mondial auront une composante STEM. Autant dire que si on n'est pas dans les filières technologiques et scientifiques aujourd'hui, qu'on ne s'oriente pas vers ces dernières, ou qu'on n'est pas dans des reconversions vers ces dernières, effectivement, il y a un point d'interrogation assez important sur ce qu'on va être amené à faire. Et avec une petite disparité aussi, parce qu'on le dit, on le répète d'ailleurs à ce micro, qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces filières mathématiques, technologiques, ingénieurs. Et donc toi, tu veux pousser aussi ces rôles modèles, lancer des vocations pour ces métiers. Et quand tu regardes les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui dans la tech, qu'est-ce que toi, tu as envie de leur transmettre ? Alors, surtout peut-être pour répondre au premier point, c'est que les stats se dégradent depuis 30 ans en France. C'est très paradoxal, on n'a jamais autant parlé des femmes en France que depuis ces dernières années, et le gouvernement a fait beaucoup sur ces 2 mandatures pour la cause des femmes. Mais en même temps n'a pas aligné en fait ces objectifs et ces différents tout ce qu'il a pu mettre en œuvre avec l'éducation nationale. Donc on a eu la réforme Blanquer sur les maths. Les maths sont devenues élitistes, donc réservées aux garçons. Il y a très peu de filles aujourd'hui qui vont sur les options maths. Donc c'est un vrai désastre parce qu'elles n'ont plus le choix après pour les prépas. Oui. Et c'est compliqué et on les retrouve plus là où on aimerait les avoir. Donc on a un vrai sujet de dégradation du nombre de femmes dans les différentes filières. Les écoles d'ingénieurs peinent à recruter des femmes. Je crois qu'il y a 21% de femmes engagées cette année dans des promos ingé. Alors même que la France manque de 20 000 ingénieurs par an, depuis 2018. Donc on a une pénurie d'ingénieurs. Alors même, encore une fois, qu'on a des géants technologiques mondiaux que sont la Chine et les États-Unis, même si le rapport EY publié ce matin nous dit qu'on est la France et le meilleur élève au niveau tech en Europe et notamment en IA avec plus d'une 50aine de projets. C'est fabuleux, mais combien sont portés par des femmes ? L'IA aujourd'hui est biaisée, elle est le miroir de notre société et donc on peut pas continuer en fait avec ces schémas en se disant que ça écarte la moitié des talents. Donc la moitié de la population, c'est le cas aussi pour les minorités. Donc on a besoin effectivement de créer ces vocations. On a plusieurs actions pour ça. Et ce que nous, on essaye de transmettre justement aux jeunes filles, aux jeunes femmes et aux femmes, parce qu'on est sur une cible de 12 à 60 ans, c'est d'ouvrir le champ des possibles, c'est de leur montrer en fait tous les métiers qu'elles peuvent aller chercher, exercer dans la transfo numérique, dans la transition environnementale qui est quand même très tech aujourd'hui. On va peut-être sauver le monde grâce à la tech qui nous bouffe plein d'énergie et plein d'eau, donc c'est aussi un sujet.
Mais voilà, de leur montrer, c'est pas de leur dire ma fille tu dois faire maths, c'est pas que voilà il y ait une injonction de plus, mais plutôt de leur montrer encore une fois voilà toutes ces femmes incroyables, ces rôles modèles qu'on met en avant au travers de notre média intergénérationnel sur nos différents réseaux. On est très présent sur TikTok avec une communauté de plus de 15 000 personnes, et puis on commence à développer Instagram et LinkedIn. Et si je puis me permettre, petite nouveauté ce matin, nous avons notre site internet qui est enfin en ligne, womaninstem.fr, et on lance les European Women in STEM Awards qui auront lieu le 22 octobre au Work Palace, boulevard Saint-Germain à Paris, où nous allons récompenser 6 femmes dans les STEM. Je suis presque déçue d'être la première à mettre en œuvre cette action au niveau Europe parce qu'elle n'existe pas. Et donc de célébrer une femme dans les sciences qui mérite d'être mise en avant, dans la tech, dans l'engineering, dans les mathématiques. Donc à chaque fois, sur chaque pilier des STEM, quand on dit mathématiques, ça peut être maths appliquées, ça peut être finance, ça peut être finance quantique, ça peut être data. Donc sur chacun des piliers, en fait, on peut tirer le trait sur différentes disciplines. Et puis une jeune pépite, un jeune talent, de 12 à 25 ans. Donc, on va dans les lycées, dans les prépas, dans les écoles d'ingé, on rencontre des jeunes filles, jeunes femmes qui bossent déjà, en fait, sur des projets qui sont incroyables. La dernière en date, via Science Factor, que j'ai eu l'occasion de connaître, c'est des jeunes filles de 15 ans en équipe qui travaillent sur une solution pour rendre potable de l'eau non potable sans risque sanitaire. Et je trouve ça, tellement enthousiasmant pour l'avenir. Donc, on va récompenser un jeune talent et on va récompenser une femme européenne dans les STEM, donc le rôle modèle le plus inspirant des STEM en Europe. Et comment se fait la sélection ? Alors, il y a sur le site internet, on peut candidater, un formulaire en français, un formulaire en anglais. Ok. On sélectionne la thématique dans laquelle on souhaite effectivement candidater. Si on a des publications en recherche ou autres, eh bien on peut alimenter le questionnaire et on va faire un filtre cet été, sélectionner les meilleurs dossiers. On a un jury en septembre et le 22 octobre, la remise de prix. C'est une avant-première parce que je ne l'ai jamais dit. On fait un communiqué de presse là sous peu. Et tu as des relais en Europe justement pour aller sourcer ces pépites, ces rôles modèles ? Très bonne question, nous sommes en train de les construire, notamment parce qu'aujourd'hui on fait un tour de France, on va dans les grandes agglomérations. Ce qu'on se rend compte, c'est que les événements sont souvent parisiens. Oui. Donc on est déjà allé à Lille, à Lyon, on est allé à Bordeaux, là on a Marseille, Grenoble, on va le faire notamment avec une école d'ingé qui nous a contactés. Mmh. Chaque fois, on passe 3 jours. Donc, on va au contact des étudiantes et des étudiants, parce qu'évidemment, on ferme pas la porte aux étudiants, même si on a un sujet qui est féminin. Donc, c'est toujours intéressant aussi de les interviewer, les jeunes étudiants, parce qu'ils n'ont pas le même rapport sur ce sujet que ma génération peut avoir. Ils sont assez ouverts et très moteurs. Et on rencontre les associations de terrain, les associations locales, on rencontre les institutionnels, les entreprises privées, et puis on fait un bel événement intergénérationnel. Et quand on a un partenaire, donc souvent une entreprise, on leur demande de faire, parce que c'est super aussi, marque employeur et fédéré en interne, que les salariés puissent être invités, les papas, les mamans, mais peut-être même sans enfants aussi, mais de venir avec un enfant de plus de 11 ans, 12 ans, pour le sensibiliser à ces problématiques, et puis encore une fois, lui ouvrir le champ des possibles, parce qu'on a des speakers femmes incroyables, des docteurs en IA, des chefs d'entreprise accomplis, et de pouvoir voir ces femmes qui font déjà avancer la recherche, la tech et la science. Et créer des rôles modèles. Et créer des rôles modèles, c'est l'objectif de notre média intergénérationnel. On ne peut pas rêver de devenir ce que l'on ne voit pas. Exactement. Et donc on visibilise toutes ces femmes. Comme vous le faites aujourd'hui avec moi par ailleurs, et merci. Avec grand plaisir. Ça, c'est la partie Women in STEM. Et tu as créé la STEM Academy. Oui, alors Women in STEM Europe, peut-être, c'est une société à mission. Il n'y a pas de salariés. On est sous le haut patronage du président de la République. Clara Chapaz est notre marraine cette année et on la remercie.
Et je suis, moi, pro bono à 60% de ma semaine sur Women in STEM Europe. Donc, je mets le poids du corps sur ces actions. Ces actions-là. Et on a la STEM Academy, qui est du coup notre activité plus lucrative, Léna Touchard et moi. Léna étant cofondatrice de Women in STEM Europe et directrice générale de la STEM Academy. Ce qui nous permet aussi d'avoir un partenariat entre les deux structures parce qu'on fait de la formation IA gratuite au sein de Women in STEM Europe pour des femmes en reconversion ou éloignées du numérique. Oui. Donc, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Et il y en a beaucoup. On ne se rend pas forcément compte quand on reste à l'intérieur du périph', c'est-à-dire dans Paris. C'est ça. Il y a beaucoup d'endroits où, déjà, il n'y a pas forcément des accès et où on est un peu en pénurie sur les sujets IA. Oui, et les femmes ont moins cette appétence à se former en règle générale et encore moins quand le sujet est tech. Ouais. Et elles ont leur charge mentale et donc consacrer du temps, c'est compliqué. Donc, on a un module de 18 heures de formation qui est gratuit pour ces femmes au travers de Women in STEM Europe. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour les étudiantes? Donc c'est aussi une des forces de la STEM Academy, c'est qu'on s'est dit, les étudiantes, elles n'ont pas besoin d'être formées à l'IA. Peut-être sur le sujet éthique, compliance, détection de fake news, pour pas se faire embarquer dans des trucs. Ce qui est très important aussi de former nos enfants, j'ai envie de dire, même pas les étudiantes, mais dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, je suis convaincue. À ce sujet-là des fake news et de développer son sens critique. Absolument, je suis convaincue sur le sujet. Et donc, pour ces jeunes filles, jeunes femmes, en fait, on a des modules sur les soft skills. Donc, développer l'audace, développer la confiance en soi, recourir à l'humour. Sous-entendu, recourir à l'humour face à une situation de sexisme ordinaire. Parce que malheureusement, il y en a au quotidien encore dans nos entreprises. Moi, je dis souvent, c'est maladroit, il y a un conditionnement séculaire. C'est-à-dire que les hommes ne veulent pas forcément toujours nous blesser ou faire la remarque inappropriée. C'est juste que malheureusement, le monde fonctionne comme ça depuis trop longtemps. Et donc, alors les femmes me disent, oui, mais c'est encore à nous de nous former parce que on se prend ça dans la tête. Et pourquoi c'est pas les hommes? Oui, il faudrait former les hommes aussi. Mais nous, on vous permet, grâce à ça, d'avoir les munitions, les outils pour éviter de vous retrouver marginalisé dans une équipe parce que vous n'avez pas su réagir comme il faut. Et qu'in fine, tout le monde aura rigolé et que vous n'aurez, vous, pas ri. Donc, inversez la vapeur, faites rire sans humilier votre interlocuteur parce que c'est pas souhaitable. Mais voilà, donc on sent le vécu dans ce que tu dis. Non, mais bien sûr, moi, si on m'avait appris à être drôle face à ce genre de situation, mais j'aurais été 10 fois plus vite. Ouais. J'ai écrit d'ailleurs un ouvrage que j'ai publié en 2019, donc juste avant la crise Covid, que j'ai pas, pour lequel j'ai pas fait de promo, mais qui est pour la fin du sexisme, où je raconte en fait tout ce que j'ai loupé. Et comment je décode ces situations avec la maturité qui est la mienne aujourd'hui, et pour que ça aille plus vite chez celles qui me lisent. Donc, il y avait cette volonté aussi. Parce que c'est vrai qu'on ne conscientise pas forcément ce genre de sujet, et quand ça nous arrive, c'est tellement pas dans notre matrice qu'on peut rester un peu... soit on s'immobilise, on se fige, soit on devient rouge écarlate du décolleté jusqu'au front. Donc on envoie cette image quand même qui est pas positive de nous. Soit on rentre dans un rapport de force, soit on pleure. Bon, moi j'ai beaucoup pleuré, mais jamais en présentiel. C'est après. C'est après et c'est important. C'est important de pleurer parfois. Donc il faut lâcher ses émotions. Donc c'est sûr que quand on peut gérer ça autrement et le prendre sous la forme d'un jeu, forcément ça va beaucoup plus vite et on reste Et surtout comprendre que ça n'atteint pas sa personne. Mais c'est ça. Ce qu'on est. Faut se dire que c'est souvent des aveux de faiblesse de nos interlocuteurs et de la maladresse. Donc quand on a compris ça, on peut finalement en rire autrement. En tout cas, ça donne envie de suivre ce module en t'écoutant. Welcome on board. Quand tu regardes la révolution IA qui est en train de se passer, qu'est-ce qui t'inquiète le plus, toi ? Alors, elle est fascinante. Donc, il y a des gens à qui ça fait peur, ça peut être angoissant. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Tu en as déjà un petit peu parlé, c'est ce développement du sens critique. Donc, ce qui me fait peur, c'est que les humains ne réfléchissent plus par eux-mêmes et uniquement avec l'IA. En fait, je pense que le principal danger, il est là.
Ensuite... Et avec des biais, parce qu'on l'a dit rapidement tout à l'heure. Et avec des biais. Parce que majoritairement, ce sont des hommes qui développent aussi ces intelligences artificielles avec une réflexion d'homme, et donc avec des biais qui ne sont pas... Qui sont sexistes, racistes, voilà. Et qui malheureusement perdurent. Moi, je bosse évidemment énormément avec l'IA. Je pense que j'ai 17 assistants très sympas qui me font plein de trucs. Mais j'ai beau répéter, je suis une femme, mère de 3 enfants, etc. Quand je dicte un mail donc via un vocal sur mon IA, je suis ravie, c'est toujours I, c'est jamais IE. Et donc je suis, bon, tant mieux, parce qu'il faut toujours relire. Oui. Et donc ça m'oblige effectivement à relire et à rajouter et si la forme féminine. Si elle comprenait que tu étais une femme, elle pourrait déjà le mettre. Bah déjà, voilà. Rien qu'à l'identification de ma voix. Exactement. Ce qui n'est pas encore le cas. Les voix ne sont pas identifiées. Ouais. Donc ça, c'est une inquiétude. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est notre retard. Je pense en France et en Europe sur... alors on a tendance à toujours vouloir tout réglementer l'IA, plutôt que de permettre à ces innovations de se construire. Mais se pose la question effectivement de l'emploi. Dans beaucoup d'industries, c'est déjà révolutionnaire. Moi, je me pose en fait énormément de questions, donc c'est vraiment à chaud là, parce que j'ai pas eu les questions. Donc, en fait, je me dis comment on fait pour construire au niveau mondial toutes ces IA qui sont consommatrices d'eau, d'électricité, de ressources en termes de matières premières, de minerais, quand on a atteint déjà 7 des limites planétaires sur les 9 que compose la Terre. Comment on fait ? Et puis, comment on fait, en fait, puisque forcément, elle fait déjà mieux que nous sur beaucoup de sujets, comment on fait pour l'emploi ? Et donc, comment on fait pour consommer quand on est au chômage ? Parce que ça dézingue de partout déjà aujourd'hui. Et donc, j'ai ces questions un peu de me dire... Et puis, je pense aux gens de LFI que j'aime pas beaucoup. Mais je me dis, le revenu universel, je suis contre dans la façon dont c'est proposé aujourd'hui. Mais est-ce que finalement, on n'aura pas un revenu universel pour tous ces gens dans quelques années ? Parce qu'on ne pourra pas avoir des millions et des millions de chômeurs. Et donc, voilà, c'est des questions qui m'interpellent. Mais je suis fondamentalement utilisatrice et sponsor de l'IA, à la condition qu'on arrive à encadrer correctement ces sujets, notamment de développer chez les plus jeunes ce sens critique et chez les moins jeunes aussi. Bien sûr. Et puis de se poser les bonnes questions en termes de stratégie sociale au niveau gouvernemental et d'y travailler maintenant en fait, de travailler maintenant sur les conséquences. On ne pourra pas le freiner. En revanche, on peut éviter que ce soit effectivement le chaos et créer des situations de précarité plus importantes que celles qu'on vit déjà sur un territoire où les inégalités sociales sont déjà très importantes. Je voyais une image hier sur les réseaux qui montrait les métiers qui allaient être détruits par l'IA, et le texte qui accompagnait disait « Nos enfants sont en train d'être formés à des métiers qui n'existeront peut-être plus demain parce que remplacés par l'IA. Donc l'IA ne remplacera pas tout. Enfin moi je crois pas qu'elle remplacera absolument tout, parce qu'on a quand même besoin d'intelligence humaine sur certains sujets. Mais ça pose quand même en effet un sujet de l'avenir des enfants aussi. Alors moi, je suis une profonde humaniste, donc je pense qu'effectivement, plus on aura d'IA et plus on aura besoin effectivement de retrouver de l'humain et de la relation, et que c'est important justement de développer nos intelligences multiples, donc émotionnelles, collectives, créatrices, situationnelles, et que ça, je pense que ce sera les grandes qualités de nos enfants demain et de nos leaders, donc un travail qui n'est pas aujourd'hui, c'est pas dispensé dans les écoles, donc c'est un sujet majeur. Et puis de se dire que plein de métiers qui avaient moins de sens vont en avoir plus. L'hôtellerie est quand même très sinistrée, les gens veulent plus bosser en hôtellerie, en restauration. En réalité, il y aura de l'avenir parce qu'on voudra pas tous parler à un robot, à un humanoïde.
Donc, il y a un vrai sujet. Et les puis, métiers manuels. Plombier, alors menuisier, non, parce que je pense que la machine fera mieux qu'un menuisier et que quelqu'un qui a fait des années d'ébénisterie. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que on parle de l'IA comme la révolution des cols blancs, donc la première qui vient impacter les cadres, les consultants. C'est vrai, mais on oublie de dire que 80% des emplois qui sont menacés par l'IA dans les années qui viennent sont occupés par des femmes. À un moment même où le droit des femmes recule au niveau mondial. 1 pays sur 4 a reculé sur le droit des femmes. Et donc ça aussi c'est questionnant dans le cadre de notre avenir, l'avenir des femmes et du modèle et de ce que l'on va renvoyer à nos enfants, qui sont souvent dans le modèle des parents. Des parents, tout à fait. Donc il y a de vraies urgences sur ces sujets. Mais après voilà, et puis il y a le docteur Laurent Alexandre qui a publié un ouvrage Ne faites plus d'études. Le titre est volontairement trash, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de faire 7 ans de médecine quand on sait que ChatGPT en matière de diag médicale est déjà 7 points au-dessus des médecins généralistes? Bah non, faut revoir tout ça. Peut-être qu'en 2-3 ans de médecine générale, finalement, avec une IA en copilote... et de la pratique. Et de la pratique, évidemment. Mais l'IA, elle viendra jamais remplacer un médecin qui regardera son patient s'asseoir, qui comprendra déjà un certain nombre de choses dans le fait de le voir arriver, s'asseoir, se déshabiller, ce que les médecins n'ont pas le temps de faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des files d'attente de dingue. Donc si on réduisait les études, effectivement, on y gagnerait. On a besoin d'une révolution. Gros chantier, une grosse révolution. Allez, je vais lancer une petite question surprise. Vous avez un message. Hello Angélique, c'est Léna et voici ma question surprise. Qu'est-ce que notre différence de génération t'a appris que tu ne t'attendais pas du tout à apprendre? Bon podcast. C'est Léna, ton associée. C'est Léna, mon associée. Dont tu nous as parlé tout à l'heure. Qui a 29 ans. Donc j'ai 51 ans pour ceux qui nous écoutent pour la différence générationnelle. Avant que tu répondes à sa question, comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous vous êtes associés? On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une femme qui a voulu nous coopter sur un projet. Ok. Qui, elle, s'avérait être le mauvais partenaire. Et elle le savait? Et elle le savait pas. Ah oui, d'accord. Et on le savait pas non plus d'ailleurs. On l'a découvert, mais très vite. C'est hyper important dans l'entrepreneuriat d'avoir les bonnes associations. Et donc de passer un peu plus de temps au démarrage pour comprendre qui sont les gens, leurs attentes, leurs objectifs, leur façon de fonctionner. Ça coûte moins cher qu'un super avocat, donc il faut vraiment prendre le temps. Et donc on s'est rencontrés avec Léna grâce à cette femme. Donc c'est un super cadeau aussi, parce que j'adore travailler avec Léna, qui est une femme extraordinaire, avec une grande capacité d'apprentissage, et je trouve encore une superbe belle marge de progression. Alors, ce que ça m'a appris, à différence d'âge, ça va la faire marrer, c'est qu'elle pouvait être plus vieille que moi sur certains trucs. Donc, typiquement, quand on s'est rencontrés avec Léna, elle avait pas les réseaux sociaux. D'accord. Alors que moi, c'est mon doudou. Ouais. Tu vois, donc, et c'est marrant de voir son évolution sur le sujet. Et après, ça me fait plaisir parce qu'en fait, cette capacité de travail qu'a Léna, en fait, je la reconnais. Alors, je l'ai toujours, mais j'avais ça, en fait, à son âge, sans me poser de questions, avec cette volonté de bien faire, d'avancer. C'est pas toujours gagné, en fait, de rencontrer des gens avec qui on a ce fit, cette confiance à 200%, et avec lesquels on est aligné. Et Léna, elle en fait partie. Non, la différence d'âge. Après, il y a aussi le fait que voilà, moi, c'est aussi des sujets de transmission, d'accompagnement, même si je trouve qu'elle a plus forcément besoin de moi aujourd'hui. Et donc, moi, j'apprends des choses à son contact. Non, c'est une belle association. Et puis, c'est vrai que sur Women in STEM Europe, ça a du sens aussi parce que on s'adresse à cette cible intergénérationnelle et nous sommes ce duo intergénérationnel. Donc, vous êtes le parfait exemple. Et le parfait duo. Et le parfait duo, j'ai l'impression. Ça a l'air de bien fonctionner. En parlant de parfait duo, on a parlé là tout de suite d'association, d'associés. Tu es aussi investisseur.
Oui. Dans pas mal de boîtes. Qu'est-ce qui te donne envie de miser du temps, de l'argent sur quelqu'un ou sur une équipe aujourd'hui ? Alors, je suis hyper transparente et cash, du coup, un peu moins. Un peu moins quoi ? J'ai un peu moins envie de consacrer du temps. Oui. D'accord, pardon. Voilà. Mais de l'argent un peu. Aussi, ça va avec, quoi, tu vois. Donc, en tout cas, tu l'as fait tu l'as fait ? Oui, bien sûr. J'ai pas loin d'une trentaine de participations à aujourd'hui. Alors, ce que je dis s'explique très certainement par le fait que je le fais très mal et que du coup, j'ai envie d'y consacrer moins de temps. Je m'en explique. C'est que, en fait, là, c'est la période des assemblées générales. Alors, c'est la bonne nouvelle quand les boîtes t'envoient des documents pour acter des AGA, les actions gratuites, ou des BSPCE, les bons de souscription créateurs d'entreprises dans leurs équipes. Tu dis, ça marche. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais moi, j'ai personne qui gère ça pour moi, je le fais seule. Et donc, j'ai une masse... Avec 30 participations, ça peut faire beaucoup de papier. J'ai une masse administrative assez importante. Donc, du coup, ça me fatigue parce que j'ai pas l'impression d'être utile à faire ça. Et puis, c'est surtout mon côté business angel. C'est construit avec le temps. Ça fait plus de 15 ans que j'investis. Au départ, c'est parce que j'avais la tête dans le guidon chez Iliad. J'avais un petit peu d'argent. Généralement, je gardais 2/3 de ce que je gagnais et je réinvestissais 1/3. C'était mon côté aussi où finalement, on m'a pas aidé. Je m'en suis sortie. Le début de ma vie a été un peu compliqué. Et je me suis dit, faut rendre. Donc, il y a un côté... Ouais, il y a un côté un peu spirituel aussi dans cette approche. Je reconnais ça. Et de me dire, OK, je vais aider, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai vu passer un dossier avec l'INSEAD sur la galvanoplastie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce terme barbare ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis dit, voilà, je vais apprendre un truc. Donc c'est là, j'y connais rien. Et alors c'est quoi ? Il faut que j'investisse. À l'époque, c'était une solution qui avait été brevetée, donc c'est de la chimie. Ouais. Et donc sur les verres, alors là il est bleu, mais on a toujours un petit film qui fait que ça brille sur nos carrosseries, on retrouve ça partout. Et en fait, avant on utilisait une solution de chrome 3, si ma mémoire est bonne parce que ça remonte, qui pouvait être toxique pour la santé et donc ça allait être légiféré. Et il s'avère que ce fondateur, chimiste, avait trouvé la solution qui permettait de répondre au décret avec une solution sanitaire durable. Et donc, je me suis dit, ça a forcément de l'impact, c'est canon, j'y comprends rien, donc je vais apprendre des choses. Donc, j'y suis allée pour un oxygène intellectuel. Et de me dire, forcément, un chimiste, il n'est pas câblé comme moi. Donc, c'était très intéressant. Et puis après, ça s'est construit de façon naïve. J'étais consommatrice de produits, par exemple Cook Angels. Je cuisine beaucoup. Forcément, quand t'as le rythme de vie que j'ai, t'as pas forcément le temps de couper tous tes petits légumes. Et eux, ils te livraient, tout était coupé. T'avais juste à cuisiner, à assembler. Je trouvais ça merveilleux. Donc, j'ai même été ambassadrice avec le tablier, le rouleau à pâtisserie. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être ambassadrice de votre truc. Mais en fait, est-ce que je peux mettre de l'argent ? On dit, non, on lève pas. Et puis, le jour où elles ont fait une phase de seed, elles m'ont contactée. Et donc, je suis devenue investisseur. C'est un exit que j'ai fait qui s'est très bien passé. Et donc, j'ai commencé à consommer les éclaireuses, la marketplace féminine. Donc, j'ai mis un ticket dans les éclaireuses. C'est aussi un très bel exit. Voilà. Et 2 fondatrices incroyables, Mélodie Madar et Chloé. Et on entendra parler de Mélodie Madar, serial entrepreneur, très bientôt. Donc, je suis ravie. Et puis, ma thèse d'investissement a fini par devenir un peu plus, je dirais pas professionnelle, mais avec des axes plus forts. Et notamment, je suis arrivée en fait en disant, je ne veux investir que dans la grille agrotech et aider ceux qui veulent nous nourrir et nous permettre, dans les années qui viennent, de pouvoir subvenir à nos besoins. Parce qu'on parle souvent de souveraineté technologique, mais la souveraineté alimentaire est un vrai sujet aussi. Oui, et notamment l'eau à très court terme. Et donc, c'est d'avoir finalement ces fermes verticales. Donc, ce qui me correspondait, parce que des baies de serveurs chez Free, je passais à des baies de serveurs agricoles. On restait dans
même univers. Voilà, c'est... la même construction. Exactement, donc je m'y suis bien retrouvée, mais pour le coup, tout est étudié, le petit goutte à goutte, la lumière, enfin, tout est plutôt très bien fait dans ce type d'industrie aujourd'hui. Donc j'investis plus en ce moment, parce que je suis très Women in STEM Europe, que je gère mes participations. Si, en fait, c'est pas vrai, je vais investir dans le projet de Mélodie Madar. Mais je sais pas si je peux en parler, donc je dis rien. Tu dis rien, ça laisse. C'est un super projet. Ça fait un peu de suspense. Et comme, alors, moi, je vais aussi parler d'un sujet, et peut-être que tu vas pouvoir nous faire la passe D, comme on dit. On a un autre podcast qui s'appelle Cash Out, qui est sur l'exit, où on raconte les exits, parce qu'il y avait rien sur ce sujet dans la littérature au sens très large. Donc, c'est un podcast qui fait de la littérature. Mais on est à plus de 130 épisodes. On manque de femmes sur ce podcast parce que elles viennent moins parler de ce sujet. Et je serais ravie, qu'on tende nos micros à Mélodie pour qu'elle nous raconte sa précédente expérience, et elle pourra peut-être nous raconter sa nouvelle aventure au passage. C'est un appel à Mélodie. Hein. C'est un appel à Mélodie. Qu'est-ce que tu repères chez un entrepreneur que t'accompagnes? Qu'est-ce que t'aimes? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de la conversation qu'on a, j'imagine que tu ne te bases pas que sur le business plan qui t'est envoyé, mais surtout sur aussi l'humain, et avant tout l'humain. Et qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que tu repères chez des entrepreneurs qui vont durer? En fait, j'aime effectivement ressentir. Tu as raison. Donc, il y a le deck qui crée la rencontre. Et puis après, c'est la rencontre qui fait tout. Donc, j'aime bien avoir des gens qui pétillent, qui sont archi convaincus par ce qu'ils font et comment ils vont le faire. C'est déjà avoir cette force de conviction. Je trouve que c'est précieux et ça permet très souvent d'arriver là où on veut aller et de franchir les obstacles. J'aime aussi qu'il ait cette clairvoyance sur le fait que il a besoin d'être accompagné. Et donc, dans nos entreprises, on dit souvent, si tu es A, tu dois recruter un A+. Donc, tu vas recruter quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, il faut qu'il ait de l'humilité pour accepter ça et se challenger et apprendre aussi aux côtés des gens qu'il aura recrutés. Et puis la capacité d'exécuter. Hein. Donc ça, c'est majeur. Oui, parce qu'on peut avoir une bonne idée, mais c'est toujours l'exécution qui compte. Il y a plein de gens qui ont des super idées, qui n'en font jamais rien. Exactement, mais qui ne veulent pas les partager. Et qui ne veulent pas les partager. Alors c'est intéressant parce que Mélodie, elle a une très bonne réponse là-dessus. Ah bah alors vraiment, on a hâte de la voir. Je spoil pas. Pourquoi c'est pas une voix féminine? Parce qu'on n'a encore pas une présidente de la République. Et alors, je t'avoue que j'aimerais pour la prochaine que ce soit du bon côté, que ça tombe, parce que je suis pas sûre qu'on prendrait sa voix pour le faire. Mais on pourrait, en un coup de baguette magique, te faire devenir présidente de la République, et en plus tu aurais une voix parfaite, voix de radio, pour refaire ce jingle. Si demain, Angélique, tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi ? Alors, la première mesure que je prendrais, et sans hésiter, et ça va pas beaucoup étonner ceux qui nous écoutent, c'est l'éducation. Ouais. C'est l'éducation parce que je pense qu'un pays qui abandonne les mathématiques est un pays qui abandonne sa capacité à innover. Et donc, notamment, la recherche, la technologie, et une partie finalement de sa souveraineté puisqu'elle est déléguée à d'autres. Ce qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, on l'a dit, on est dans un monde qui est dominé par l'intelligence artificielle, par les biotechnologies, par la cybersécurité. Et notre système éducatif, en fait, il a absolument pas intégré parfois, et il a les réflexes d'un autre siècle. Et donc, c'est à ça que je m'attaquerai. Parce que je pense qu'on a des profs qui ont une posture très défensive vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et j'en veux pour preuve l'entretien que j'ai eu avec ma fille de 14 ans, qui est mon aînée, dimanche. Elle préparait l'oral du brevet, et donc dans son... elle devait faire une présentation sur écran. Et elle a fait tout son plan toute seule, tous ses slides, et puis elle m'a dit: maman, ton super outil là. Je lui dis: ouais, beautiful.ai, ok. Elle me dit: est-ce que tu peux me faire la cosmétique? Je lui dis: oui, bien sûr, mais tu vas venir choisir ce que tu veux. Et puis je lui dis: mais si le jury te pose la question, parce que ta presse est très belle, de savoir si tu as fait ta presse toute seule, surtout ne mens pas.
dis-leur qu'effectivement, tout le fond, c'est toi, mais que la forme, c'est une IA. Et là, elle me dit, mais maman, tu te rends pas compte, c'est pas possible. Si je dis que j'ai utilisé une IA, je suis morte et je vais perdre des points. Et là, je me dis, mais c'est quand même catastrophique que l'honnêteté ne puisse pas payer et que parce qu'on est des brouillards, etc., et qu'on a quand même bossé, bon, ça m'a un peu inquiétée. Et je pense que si on n'apprend pas à nos jeunes à utiliser intelligemment ces outils, à développer ce sens critique que nous avons évoqué toutes les deux, bah finalement, ils vont se retrouver dépassés, perdus, et puis parfois, ils ne vont plus réfléchir par eux-mêmes. Donc, on a besoin de mettre de l'IA dans l'éducation nationale. On a besoin que les profs acceptent aussi et qu'ils soient formés. Qu'ils soient formés à l'IA, qu'on vérifie, qu'on forme sur l'esprit critique, qu'on forme sur la désinformation. Je discutais avec une femme qui travaille pour la Défense nationale et qui me disait, en fait, il faudrait apprendre aux enfants en fait, on est déjà en guerre. C'est hyper choquant. Et elle me dit, il faut leur apprendre à être en guerre. Attends, moi, c'est hyper anxiogène, là, je comprends pas. Et en fait, elle a entièrement raison, parce que toutes les fake news, toutes ces manipulations, et tout ce qu'on peut apporter via les réseaux sociaux, notamment aux enfants, c'est une forme de guerre. Et donc, si on les forme pas, ils sont pas capables de faire la différence. Donc, je pense qu'il faut leur donner les clés. Et donc, ça passe effectivement par une réforme majeure. Donc, si j'étais président de la République, je commencerais par l'éducation pour construire les générations suivantes et remettre effectivement les curseurs là où il faut, remettre de la valeur sur ce que l'on fait. Je pense qu'il est hyper important aussi d'avoir des mentors scientifiques. Donc, je mettrai en place, par exemple, un programme de défiscalisation pour les entreprises. Dans les entreprises que je rencontre, il y a plein de gens qui me disent « Mais comment vous êtes sur Women in STEM Europe ? Est-ce qu'on peut être mentor ?» On n'a pas encore une plateforme de mentorat parce qu'on cherche des fonds pour la créer. Et je leur dis, mais c'est super, mais en fait, ça devrait être l'État qui devrait le faire. Et donc, vos entreprises, elles devraient avoir un mécanisme fiscal parce que vous allez consacrer 2-3 jours par an à aller dans des salles de classe. Et je pense que si on avait 10 000 mentors scientifiques en France, ça apporterait beaucoup, encore une fois, pour ouvrir les chakras de nos enfants ou nos adolescents sur tout ce monde qui est en train de se construire. On a mis en place un pass culturel. Eh bien, je ferai un pass maths et IA gratuit pour les collégiens. Donc, et je suis sûre qu'on a des grandes entreprises techno-françaises qui seraient ravies de le développer. Parce que ça a de l'impact. Faire découvrir de l'intérieur ce qui se passe. Exactement. Et puis, c'est le savoir-faire aussi de nos entreprises tech. Et ça prend pas énormément de temps, en fait, en temps homme dans une entreprise qui a déjà tous les outils et le savoir-faire technique. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire. Donc, je m'attaquerai à ça avant tout parce que les enfants sont l'avenir. Et après, évidemment, je peux militer pour plein d'autres choses. J'ai plein d'idées. Évidemment, un ministère officiel de la simplicité, ce serait merveilleux. Ah oui, ça, oui. On pourrait revoir le code fiscal, le code du travail et rendre les choses quand même beaucoup plus fluides qu'elles ne le sont aujourd'hui et sans vexer personne. Est-ce qu'on aurait assez d'un quinquennat ? Alors, je suis pour le septennat. Ah ben voilà, pour revenir au septennat, le temps de remettre les choses en place. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait en 5 ans ? C'est pas suffisant. Donc, oui, 7 ans, je pense que c'est un bon deal pour une feuille de route à l'échelle nationale. Est-ce que tu as des velléités politiques ? On me pose très souvent la question. En fait, j'en ai eu à l'époque. Et j'avais rencontré un monsieur qui est malheureusement décédé à l'Élysée, qui s'appelait Olivier Marleix. Et je m'étais dit, députée, sénatrice, participer. Alors, c'était un peu naïf aussi, à l'époque. Je sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir une 30aine d'années. Et je suis arrivée à l'Élysée, mais vraiment pétrie de conviction. Et je suis ressortie en me disant, ça va peut-être pas le faire. Peut-être pas pour moi. En fait, globalement, je trouve que... Et c'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui. Tu te prends énormément de coups. C'est-à-dire que ton engagement citoyen, il n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur. Alors, sans doute,
Il faudrait revoir, tu vois, je pense que les gens qui sont condamnés ou pour lesquels il y a des assignations en justice, même s'il y a présomption d'innocence, je pense la vie politique devrait être en parenthèse. On ne devrait pas leur permettre d'avoir des mandats. Il y a une question d'exemplarité et elle est importante. Et je trouve qu'on l'a pas toujours aujourd'hui. Après, je vois l'histoire de Vincent Jeanbrun et sa famille. C'est un acte terroriste. Enfin, comment on peut s'en prendre à la famille d'un élu, à sa maison? Et en fait, c'est fréquent aujourd'hui en France qu'un élu se retrouve dans ce type de situation ou que ses enfants soient pris à partie, que les enfants subissent. Donc, quand tu as des enfants, tu te poses la question. Parce que c'est pas que toi, en fait. T'emmènes toute ta famille. Exactement. Et puis, ils sont quand même très mal payés. Je veux dire, il faut arrêter de dire qu'ils sont trop payés. Moi, j'aimerais qu'il y en ait moins dans nos administrations et surtout dans nos ministères, mais qu'on les paye mieux. Et avec du résultat, à la rigueur comme dans nos entreprises. Il pourrait y avoir des incentives. Tu as mis en place un truc, il a super bien fonctionné, il a créé ça de valeur ou il a diminué le déficit de ça. Bah ok, peut-être ça serait motivant et on aurait d'ailleurs peut-être plus de gens du privé qui viendraient, qui eux savent faire. Et oui, je pense qu'on est beaucoup trop nombreux. On est quand même le pays aux 2000 formulaires CERFA. Aucun pays européen n'a autant de formulaires CERFA. On aime s'ajouter des couches administratives et à chaque fois que quelqu'un arrive dans un gouvernement, il y va de son formulaire CERFA, il y va de son truc et puis ça s'empile, quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. Et une grande simplicité, tu l'as dit tout à l'heure. On en rêve. On en rêve. Ce serait tellement mieux. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Alors, on a déjà pas mal parlé de toi. Là, l'idée, c'est un peu de faire un petit focus sur Angélique, la personne. À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille? J'étais pas une grande rêveuse, mais si la question c'est qu'est-ce que j'aurais aimé faire, ce que je me voyais faire, si ma mère était là, c'est ce qu'elle répondrait. Donc, j'avais envie d'adopter des enfants et que je n'ai pas adopté. J'en ai 3 naturels. Et j'avais envie d'être militaire. Je voulais rentrer dans l'armée de terre. C'est toujours un truc d'ailleurs que j'ai. Je me dis tout le temps, mais il faut que je trouve le temps de faire l'école de guerre ou l'IHEDN. Qu'est-ce qui t'attirait dans le côté militaire? La discipline, le côté carré. Et je suis une grande sportive. Donc le sport aussi, ça me parlait beaucoup quand j'étais plus jeune. Je voulais m'engager à 16 ans. Mes parents n'ont pas voulu. J'avais un cousin qui s'était engagé à 16 ans. Donc lui, c'était un garçon, il avait le droit. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez inspirant. Et puis, il a fait une belle carrière en armée de terre. Et je trouve que encore une fois, je pense que l'État peut pas tout faire. Et je trouve qu'être réserviste, en fait, ce serait chouette. C'est peut-être la 4e vie d'Angélique. Peut-être. Mais je crois qu'il y a un âge pour ça et je crois que je suis trop vieille. Après, je crois que tu peux être réserviste autrement. Oui. Enfin, notamment quand tu fais l'école de guerre, t'es sur des missions. C'est pas des missions de management, de stratégie, qui conviendraient en fait à mon background et mon mindset. Et puis, je crois que c'est intellectuellement passionnant ce sujet. Mais je suis convaincue. T'as connu le pouvoir économique de très près, le pouvoir politique de très près. Qu'est-ce qui donne aux gens ce pouvoir et qu'est-ce qui leur retire parfois, selon toi? Déjà, je pense que c'est une question complexe parce que en réalité, on ne devrait pas vivre avec ce sentiment de pouvoir. Donc ce sentiment-là, il crée parfois une forme d'immunité que je trouve moche, qui crée des situations parfois complexes pour ceux qui sont en face. Je trouve que c'est important d'être humble. T'as du pouvoir de quoi? T'as du pouvoir sur ta vie. Point. Je vois pas ça au-delà. Après, évidemment, on entend... je te disais, j'ai mis 2 heures pour arriver. J'écoutais l'affaire Patrick Bruel. Oui. C'est une autre forme de pouvoir. Tout à fait. Et tu te dis, c'est vraiment moche, en fait. En fait, le pouvoir, quand il est vécu vraiment en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est joli à mes yeux. Parce que ça crée des situations qui n'ont pas lieu d'être. Et tu as raison que beaucoup confondent pouvoir et immunité. Mais c'est tout à fait ça. Et je connais des gens comme ça et je me dis, mais quel dommage, quoi. Quel dommage. Allez.
Vous avez un message. Comment tu réussis si bien l'équilibre vie pro, vie perso? T'as reconnu la voix? Ah non. C'est Sébastien. Ah, c'est Gianbello. Sébastien. Eh oui, c'est Sébastien. Ah ouais. Merci Sébastien pour ta question. Alors, je suis surorganisée. Et c'est vrai que parfois, je donne un peu l'impression d'être... C'est côté militaire, ça? Ouais, un robot militaire. Donc, ça impressionne beaucoup mes amis. Parfois, j'ai des copines qui me disent, Madame parfaite, Madame connasse, tu nous agaces. Parce que j'ai j'ai une hyperactivité, mais très maîtrisée. Donc, il y a des hyperactifs qui vont pas au bout de ce qu'ils font. Et moi, je vais au bout de chacun des trucs que j'ai décidés. Tu t'éparpilles pas? Je m'éparpille pas, je suis focus, mais ça peut aller très loin. Je peux faire des trucs très grand écart. D'ailleurs, mes journées sont souvent grand écart. Et donc, effectivement, pour tenir mon rôle de maman, d'épouse, d'amie, ça nécessite effectivement une très grande organisation, parce que si je l'avais pas, ce serait Jurassic Park, mon truc, concrètement, parce que les sujets sont assez nombreux et divers. Donc, j'ai toujours veillé à ça, notamment quand j'ai commencé à avoir mes enfants. J'ai réduit les temps de transport. J'ai fait une organisation très centrée sur la famille, mais qui du coup pouvait me faire gagner autre chose. Donc je dirais c'est la surorganisation. Et puis ça épate souvent parce qu'effectivement, je suis business angel, on l'a dit. Je suis présidente de 2 entreprises. Je suis advisor aussi dans quelques sociétés. Je suis présidente du Cercle 288 au Work Palace. Et à côté de ça, je fais du sport. J'ai la grande fierté d'avoir fait le marathon des sables au Pérou, dans le désert d'Ica, qui est un des déserts les plus arides au monde, au mois de décembre, où j'ai fait 120 km en autosuffisance alimentaire pendant 3 jours. Et je repars l'année prochaine faire 280 km dans le Sahara en 6 jours. Ah oui. Donc, il faut placer les entraînements parce que dans tu un agenda. Pas comme ça, faire 280 km. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Ce serait une grosse erreur. Tu fais des erreurs de toute façon, même en étant entraîné. C'est un sujet très technique. Et donc, tu cours tous les jours? Je cours, je fais du sport tous les jours, entre 45 minutes et 1 heure par jour. Que tu cales où dans l'agenda? Très tôt le matin. Très tôt le matin. Parce que mon mari est très sportif aussi, lui c'est tard le soir. D'accord. Donc mais comme ça, il y a toujours quelqu'un qui est dispo pour les enfants. Pour la famille. Donc on a notre... c'est plutôt harmonieux entre nous sur ces sujets d'organisation. Et puis je cuisine beaucoup, j'adore ça. Donc parce que je cuisine beaucoup, du coup je fais mes bocaux, donc tu vois la grosse tarée. Et je fais même de la céramique et je fais moi-même mes services d'assiette, mes plats, mes bougeoirs, mes trucs. Et tu dors quand? Et donc c'est ma 25e heure de la journée, la céramique. Et c'est le seul truc en fait qui me canalise. Je dis souvent c'est mon laboratoire de lenteur. Ouais. Parce que tu ne peux pas manipuler de la terre en pensant à autre chose. Ouais. Parce que s'il y a une bulle d'air et que cette bulle d'air elle est dans la pièce que tu viens de modeler, elle fissure forcément, la bulle d'air crée la fissure en quelques semaines de séchage ou alors en cuisson. Donc c'est ma 25e heure de la journée, j'adore. Et puis le fait de travailler avec ses mains permet aussi de lâcher prise au niveau de toutes les idées. Enfin, à la fois lâcher prise et à la fois peut-être d'être créatif sur d'autres sujets. Mais c'est tout à fait ça. Et je cuisine, mais quand je cuisine, tu vois, je vais cuisiner, lire mes mails, écouter un podcast, répondre aux enfants. Enfin, je ne fais jamais que de la cuisine. La céramique, t'es obligé d'être focus. T'es plongé dedans. Et puis, c'est un biais que j'ai. Je me suis mise à la céramique il y a 3 ans et demi. Et comment tu t'es mis à la céramique? En fait, vu que je cuisine, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas mes assiettes? Comme ça, tout sera fait par moi. Parce que j'ai le temps. Voilà. Et donc, je démarre par ça. Et puis, mon service de table est dans des couleurs irisées. Mes copines me disent, mais j'en veux un. Si tu veux, je vais t'en faire un. Et puis, je rentre dans le truc. Et puis, finalement, tu crées une boutique de... Écoute. Et au bout de 2 ans, j'ai mes copines qui me disent, mais pourquoi tu crées pas un Instagram avec tout ce que tu fais? Pourquoi pas, vous êtes sûr, ça va intéresser qui? Si, vas-y, crée ton Insta. Donc j'ai mon compte Instagram, j'ai pas loin de 8000 personnes quand même qui me suivent. Alors c'est by_ange et la marque c'est Terre d'Ange.
pour Angélique évidemment. Et donc c'est drôle parce que jamais j'aurais pensé à industrialiser le truc à petite échelle, tu vois, parce que je dessine pas des modèles que j'envoie maintenant dans une usine. Mais quand même, je fais des expos-ventes maintenant. Ah oui, carrément. Oui, parce que quand tu produis beaucoup, il faut les vendre. Et c'est toi qui es ? Oui, très souvent où je fais une rotation, je fais bosser les enfants, c'est pas bien, mais ils adorent. Bah oui. J'ai ma mère qui me rend service aussi, et je fais ça avec une copine qui est céramiste. On a 2 univers différents, donc on se complète très bien. Et c'est marrant parce qu'elle-même, elle est chef d'entreprise. C'est la patronne de l'agence Flag spécialisée sur la presse en Made in France, et c'est aussi sa 25e heure de la journée. Et donc on s'est retrouvés toutes les deux un peu en se disant mais on est complètement grave de se rajouter ça dans notre vie, d'aller faire des expos ensemble. Et justement, si tu avais la 26 et la 27e heure, tu ferais quoi ? Ce que je ferais de plus, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses. Bah oui. J'ai pas une idée en ce moment où je me dis je pourrais faire ça. Parce que tu vois, on se le disait, il y a des gens qui ont des idées qui font jamais rien. Moi, j'ai une idée, tout de suite, je la mets en œuvre, je la matérialise. Mais non, là, je suis... Attends, je réfléchis, parce que j'ai toujours plein de trucs. Je regarde, j'essaie de visualiser ma to-do sur mon bureau. Non, je pense que là, enfin, tu vois, j'ai des idées de création en céramique, par contre. Ouais, ça, c'est infini, le sujet. Alors, je vais te dire, c'est très très drôle. Ça arrive, mais rarement, qu'on reçoive, alors qu'on est en train d'enregistrer, des questions surprises. Non. Et là, en régie, on vient de me mettre un énorme message rouge en disant « Solène, il y a une question surprise ». Donc, en même temps que je t'écoute, je lis le sujet et je pense que la sérendipité existe. Je lance. Bonjour, chère Angélique. J'ai 2 questions pour toi. La première question, c'est dans toutes les céramiques que tu as créées, laquelle t'a le plus marqué, t'a le plus touché et pourquoi ? Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire, qui est vivante ou qui est dans l'histoire, et j'aimerais bien savoir qui est cette femme et que tu en parles et que tu expliques aussi pourquoi. J'ai reconnu la voix. C'est la voix de Sandrine Chauvin, qui est membre du comité stratégique de Women in STEM Europe et qui est donc engagée également pro bono sur ces questions, qui est la numéro 2 de LinkedIn Monde sur la partie IA Data éditoriale, et qui a plein de projets aussi là prochainement, donc elle est à suivre. C'est la première question. Alors, on n'est pas toujours fiers de toutes les œuvres que l'on crée. Mais la dernière dont je suis très fière, en fait, c'est d'ailleurs c'est le premier, ou en tous les cas le dernier visuel sur Instagram. C'est une pièce de 8 kilos, un énorme vase sculptural que j'ai d'ailleurs vendu et livré samedi, et qui va aller dans un très beau jardin. Voilà, donc c'est un jardin où il y avait des pots noirs autour d'une piscine, et le vase va être positionné également dans ce décor merveilleux. Donc c'est une pièce qui me touche parce qu'elle a un noir très particulier. Et sa forme est particulière, et je pensais qu'elle allait fissurer à la première cuisson ou à la seconde cuisson. Et en fait, elle a tenu sa promesse jusqu'au bout, et je la trouve assez fascinante. C'était un petit challenge pour toi, cette pièce ? Je ne l'avais pas imaginée comme ça. Ouais. Et donc, la surprise est plutôt très jolie. Très jolie. Et sur la deuxième question, une femme qui m'inspire. Alors, j'aimerais plutôt une femme, plutôt un groupe de femmes. C'est toutes ces femmes entrepreneurs qui, ont l'audace à un moment de se dire mais moi aussi je peux créer ma boîte, j'ai une idée, je sais faire, et je vais montrer que je peux le faire, qui y croient, qui font, qui exécutent, qui peinent à lever des fonds, mais qui arrivent, qui s'accrochent, qui sont tenaces, qui ont des vies de famille aussi, qui ont cette charge mentale. Et donc toutes ces femmes, elles m'inspirent. D'un point de vue historique, moi je suis une fan d'Olympe de Gouges, qui je crois a son buste à l'Assemblée nationale depuis 1 ou 2 ans maintenant, qui est cette femme, la première femme qui s'est battue pour le droit des femmes. Tout à fait. Donc, dont je parle d'ailleurs dans mon ouvrage pour la fin du sexisme. C'est le prénom que j'ai donné à ma fille. J'aurais adoré appeler ma fille Olympe. Elle s'appelle Capucine.
Donc nous, on a fait un tirage au sort avec des papiers, donc Olympe n'est pas sortie, mais je suis ravie que tu aies ce beau prénom. Et puis après, j'ai des copines dirigeantes que je trouve exceptionnelles, qui m'inspirent beaucoup. C'est le cas de Maud Bailly, qui est chez Accor, qui a à la fois, qui m'inspire, qui a mon respect, qui a mon affection. C'est le cas également de Florence Tondu-Mélic, qui est à la tête de Visa. C'est le cas de Natacha Ocherab, qui est directrice chez Fred Joaillerie, qui est quelqu'un qui a de très très jolies valeurs, quelqu'un de très profond. Donc toutes ces femmes en fait que j'ai le plaisir de côtoyer, elles m'inspirent aussi dans mon quotidien. Parce qu'elles sont aussi dans cette chaîne de transmission, de bien faire, et elles le font toujours avec cœur. Et donc ça me parle et ça m'émeut. En tout cas, ça s'entend. Tant mieux. Dernière question, dans toutes tes heures, tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture et ils disent quoi de toi, tes livres ? L'écriture, c'est un conseil qu'on m'a donné. Ouais. Un monsieur et ami que j'aime beaucoup, qui est Pascal Laureau, le président de l'Institut Choiseul. Il s'avère que j'ai été numéro 1 du classement Choiseul en 2015, si je ne me trompe pas. Et je comprenais pas pourquoi j'ai été numéro 1. D'ailleurs, je pensais que j'étais numéro 1 chez les femmes. Et puis, j'ai découvert que j'étais numéro 1 dans le classement mixte. Donc, j'ai demandé à rencontrer Pascal Laureau, que je connaissais pas, qui est devenu un ami. Et au fur et à mesure de notre relation, Pascal me dit, tu sais, Angélique, pour asseoir une carrière, il faut écrire un livre. Et donc, si j'ai une recommandation à te faire, c'est celle-là. Je lui ai dit, Pascal, mais je vais pas écrire de livre, j'ai pas le temps. Franchement, j'y ai jamais pensé. Enfin, j'ai plein de trucs auxquels je pense, mais pas ça. Et en fait, il a semé une petite graine. Et puis, je me suis dit, mais oui, en fait, il a raison. Et j'avais collecté, depuis des années, je collectais du contenu sur les femmes, des études. Et j'en faisais rien. J'avais un album partagé avec moi-même. Je faisais des captures d'écran. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, je n'avais pas prévu ça, mais inconsciemment, peut-être que si. Et que tout ce que j'ai documenté depuis des années va me servir. Et donc, je vais écrire pour la fin du sexisme. En 2019. En 2019. Et donc, c'est le féminisme à l'ère post-MeToo. Et c'était assez incroyable parce que ce livre a été une thérapie aussi. J'ai pris un coach littéraire qui relisait mes chapitres, et puis au 3e chapitre, cette coach me dit, mais Angélique, quand est-ce que tu parles de toi, de ta famille, de ton histoire ? Parce que le lecteur, il va vouloir comprendre en fait pourquoi tu écris ce livre. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison, et j'étais pas prête en fait à ça, et je l'ai fait, de raconter mon histoire, l'histoire de ma mère, et d'écrire tout ça. Puis mon histoire professionnelle, la façon dont je l'ai construit. J'ai réécrit l'ouvrage 3 fois, parce qu'effectivement, c'est une thérapie. Oui. Et puis, on veut blesser personne. En fait, c'est un ouvrage féministe bienveillant. J'ai d'ailleurs un chapitre sur les hommes. Parce que, évidemment, nous, on a beaucoup plus à gagner que les hommes aujourd'hui. Il y a plus d'écart de notre côté. Mais il y a aussi le sujet des hommes sur la garde partagée alternée. Les hommes l'obtiennent beaucoup moins. J'ai un ami qui est parrain d'un de mes enfants qui a subi des violences conjugales avec sa femme qui faisait 3 têtes de moins que lui, mais qui lui écrasait des cigarettes sur le corps. Et de se dire, ok, tu vas pas porter plainte parce que t'as honte, machin. Ok, donc il y a aussi ces choses-là il faut avoir un regard objectif. On a besoin de plus d'égalité, mais je vais aussi parler un peu des hommes. Et je trouve que c'était important. Et dans mon mindset, en fait, 100% des bénéfices auteurs sont reversés à 2 associations. Et j'ai voulu montrer l'exemple et dire, vous voyez, c'est possible d'aller sur un chemin d'équilibre. Je préfère plus l'équilibre à l'égalité. C'est 50% pour une association féminine et 50% pour une association masculine. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Le monde n'est pas manichéen. Exactement. Et donc voilà. Et puis après, je me suis dit, mais mon expérience chez Free, et notamment le travail que j'ai fait sur la symétrie des attentions, qui était un travail très précurseur en France sur des effectifs de taille importante.
je me suis dit, OK, tout ce travail que j'ai fait sur l'émotion du client, l'émotion du salarié, il faut que j'en parle, il faut que j'explique mes méthodes, mes résultats, que j'ai aussi un peu une vision prospective du management. Je suis d'ailleurs assez contente parce que quand je lis ce que j'ai publié en 2021, c'est encore au goût du jour. Et donc, c'est l'expérience client, une histoire d'émotion. Et puis, j'ai accompagné 7 ans la famille Mullier au sein du conseil de gérance de la famille en tant que PIC, personnalité indépendante qualifiée. J'ai eu la chance d'être formée pendant 9 mois sur une formation qui s'appelle CAP 1,5 degré avec la Convention des entreprises pour le climat. Et je me suis dit, il faut que j'aille plus loin sur ce sujet de la transition environnementale et d'innover mieux avec moins. Et donc, je suis retournée sur les bancs de l'école pour faire un bac agronomie sciences du vivant il y a 4 ans, 5 ans peut-être, à distance. Mais c'est un grand moment de solitude quand je suis arrivée aux épreuves avec les lycéens. C'était vraiment très drôle. Non, je ne suis pas la surveillante. Mais c'est tout à fait ça. Et les gamins me regardaient genre, mais elle s'assoit. Et vous êtes trompée, madame. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai appris ? Et je déteste en fait travailler une seule fois. J'aime bien que mon travail serve 2 fois ou 3 fois. Ouais. C'est aussi un biais que j'ai. Et donc, je me suis dit, je vais écrire une planète à rembourser. Et puis, je pratique la chimie digestive et pour bien vieillir et naturellement. Et donc, j'ai publié il y a 1 an, mais je l'ai retiré de la vente parce que je sais pas gérer avec Amazon. Je me suis auto-publiée. Ouais. C'était une bêtise. C'est trop compliqué. Les frais sur Amazon sont trop importants. Et puis, autant on achète en 3 clics, mais vendre, c'est le parcours du combattant. Et j'ai retiré l'ouvrage et c'est la cuisine sans amidon. Donc, mais tu vois, enfin, je faisais de la chimie digestive depuis 9 ans. J'avais un groupe Facebook sur lequel je mettais des recettes et les gens qui faisaient du sans gluten et dont ça réglait pas tous les problèmes sont arrivés sur le sans amidon, ils postaient leurs recettes. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il doit bien y avoir un livre de cuisine. Je le cherche en France, je le cherche en Europe. Et je me dis, mais comment on peut avoir pléthore d'ouvrages de cuisine? Sur le gluten, tu dois en avoir 100 et le sans amidon, personne ne l'avait publié. Et aucune maison Non, j'ai pas consulté de maison. Je me suis dit, je vais essayer une nouvelle expérience. Voilà. Je vais me débrouiller. La dernière fois, quelqu'un a trouvé un éditeur après être passé sur ce podcast. C'est vrai. Ouais. J'ai la cuisine sans amidon. Et dispo. Et il est dispo, il est en stock dans mon garage. Et donc, non, mais tu vois, c'est toujours le côté d'apprendre des choses. Et dans tes moments d'écriture, tu es du genre à te mettre en mode grotte, j'écris, ou c'est plutôt au fil de l'eau entre la 23e heure et demie et la 24e? Non, c'est organisé. Hein. Ouais. J'ai besoin d'organiser. Et puis parfois, tu peux faire autre chose. T'es entre 2 rendez-vous, tu penses à un truc. Donc, soit tu te fais un vocal, soit tu te fais une note écrite. Et tu le fais immédiatement, sinon c'est foutu, c'est perdu. Ouais. Donc, j'ai tendance à faire ça. Puis, j'ai été très marquée, en fait, pour la fin du sexisme. Quel âge elle avait, ma fille? Elle avait 8 ans. Et on est en vacances en Provence et je bosse du matin au soir. D'une part pour Free, parce que en vacances je bossais aussi, et puis pour terminer mon ouvrage. Et puis j'ai Capucine 8 ans qui sortait de la piscine et qui vient voir et qui me dit « Maman, tu sais, je suis vraiment fière de tout ce que tu fais. » Et je l'ai mis à la fin de l'ouvrage parce que ça m'a beaucoup marqué qu'elle prenne conscience que j'étais en train de faire quelque chose d'important, que je profitais pas avec eux, mais que c'était pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'étais en train d'accomplir quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça m'a beaucoup touchée de la part de ma fille qui était toute petite. Et c'est un bel héritage que tu leur laisses aussi, que ces mots qui te perdureront après aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez aussi tiré au sort pour les prénoms de tes autres enfants? Oui. Ah oui. Ouais. Nous, on a tiré au sort pour Capucine. On n'a jamais voulu connaître le sexe de nos enfants, donc on avait un bol garçon, un bol fille, 3 prénoms garçons, 3 prénoms filles. Sur lequel vous étiez OK. Sur lequel, il fallait un tirage au sort. D'accord. Et t'acceptes du coup, si tu veux, la défaite quand c'est pas ton prénom. Et tu as gagné? Je sais pas si Capucine c'était moi ou Benjamin mon époux, je sais pas du tout. Et pour Capucine, j'ai 2 enfants qui ont 13 mois d'écart, vous l'avez compris. Donc Capucine toute petite, on lui a fait tirer un papier dans un bol garçon, un bol fille. Et donc elle avait tiré Gabin et Charlotte. Et donc c'était un garçon, donc c'était Gabin. Et Gabin a tiré au sort, pareil, un bol fille, un bol garçon, même rituel. Et donc on avait Achille et Faustine, et c'est Achille. Et Achille a tiré au sort le nom de la chienne, qui s'appelle Scarlett. Vous savez tout sur ma vie. Voilà.
Le tirage au sort, finalement, ça marche bien aussi. C'est sans embrouille, c'est sans embrouille. C'est sans embrouille. À condition d'être bon joueur. C'est ça. Et d'accepter de ne pas aller déclarer un autre prénom au moment de la déclaration. Interdit. Les règles sont les règles. On arrive à la fin de cet épisode, tu as cité beaucoup de femmes inspirantes. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant particulièrement dans ce podcast, tu aurais choisi qui et pourquoi ? Donc c'est une recommandation que je te fais. Ouais. Donc Mélodie, déjà, je pense, elle va recevoir une invitation de votre part. Il y a une jeune femme qui vient de publier un ouvrage sur l'intelligence économique, mais pas que, aussi en matière de défense. C'est Mayline Camus. Et donc, elle vient de sortir son tout premier ouvrage. C'est une ex-agent secret. Et donc, je vous laisse peut-être découvrir qui elle est et peut-être l'inviter. Ah bah avec plaisir. Elle est passionnante. Ça changera. C'est une jeune femme passionnante avec une histoire incroyable. Elle est brillante. Eh bien, merci pour cette reco. Merci pour ce temps passé et tout ce que tu nous as livré au micro de 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista. C'était un plaisir de te recevoir et de mieux te connaître. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de 40 nuances de Sista. N'hésitez pas à partager, liker, commenter pour donner encore plus de force à cet épisode et découvrir les plus beaux parcours des entrepreneurs français. À bientôt pour un nouvel épisode. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.